Bienvenue dans Laval en Mille et une cultures. Aujourd'hui, on reçoit le maire de Laval et candidat à sa propre réélection, M. Marc Demers. Et en deuxième partie, M. Michel Josfer du centre communautaire Le Kumbit. Bonne émission. Nous recevons le maire de Laval aujourd'hui et candidat à sa propre réélection, M. Marc Demers. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir, puis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Et je pense aussi un devoir de répondre aux questions des citoyens. Merci beaucoup. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, M. Demers. Parlons de votre bilan. Ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de l'administration après M. Vaillancourt. Quel est l'état de la ville de Laval actuellement? Écoutez, si on parle du bilan en capsule 1, nous avons mis fin au désordre, ce qu'on avait promis. Au niveau de l'administration, Ville de Laval a reçu des prix, même au niveau canadien, comme étant l'administration publique la plus innovante au Canada. De plus, l'ENAP se sert de ce qu'ils ont vu à Ville de Laval dans leur enseignement, l'ENAP étant l'École d'administration publique. Pour nous, c'est important. Et Laval est rendu avec une réputation d'intégrité et d'efficacité qui fait que lorsqu'on ouvre des postes cadres, bien, les gens de toutes les villes appliquent, et même du gouvernement du Québec. Et ça, c'est précieux. Ça nous donne une belle rétroaction sur notre réputation et en même temps, ça nous donne un bassin de talent et de connaissances plus grand que ce qui était possible avant d'avoir. Évidemment, il faut chercher un équilibre entre le talent local et les besoins des fois d'aller chercher du talent à l'extérieur. Alors, sur le plan administratif, nous avons livré la marchandise. On avait aussi promis des choses, de récupérer des sommes d'argent qui avaient été volées. Nous l'avons fait. Nous poursuivons dans ce sentier-là. Au moment où on se parle, on peut dire qu'il y a entre 11 et 12 millions qui ont été récupérés. Et je suis confiant d'augmenter ce montant-là de beaucoup dans les prochains mois. Et cet argent-là va servir aux enfants dans le besoin. Essentiellement, il y aura 600 000 par année, soit l'intérêt de l'argent qui a été placé, qui va venir en aide aux enfants dans le besoin. Des enfants qui sont dans une situation de pauvreté, peu importe leur origine. Évidemment, on sait qu'on a accueilli plusieurs réfugiés. Et pour nous, c'est important de le faire. La communauté lavalloise est riche de l'immigration. 25 de notre communauté est issue de l'immigration. Alors, c'est quand même important. Et dans ce sens-là, il faut accompagner les gens moins fortunés, peu importe leur origine. Vous avez parlé de l'immigration. Fait que moi, c'est en général la dernière partie de mon émission, mais on va y aller dans ce cas-là. 28 de la population lavalloise est issue de l'immigration. J'ai reçu récemment un opposant qui nous a dit que sur les 4100 employés de la ville de Laval, il y a moins de 3 qui sont représentatifs de la diversité. Est-ce le cas? Et si c'est le cas, est-ce que quelque chose va être fait pour améliorer cela? Premièrement, on a une politique pour recruter, intéresser les gens issus de l'immigration à appliquer, soit au service des pompiers, service des polices, fonctionnaires et hauts fonctionnaires. Alors, je n'ai pas à l'esprit le chiffre exact, mais déjà, dans son affirmation, elle est fausse. Ce n'est pas 4100 employés qu'on a, mais c'est 3500 comme ordre de grandeur. Et ce qui est important, c'est que dans notre parti politique, sur 21 candidats, 12 sont issus de l'immigration. Une parité quasiment. Donc, nous aurons des gens assis à la table des décisions, certaines qui viennent des Libanais, Grecs, Italiens, Haïtiennes, Égyptiennes, et j'en oublie.
alors, et arméniens. Alors, il y a des gens de toutes les communautés actives à Ville-de-Laval qui sont assis où les décisions se prennent. Et ça, c'est important pour moi. Le chiffre exact au niveau de l'emploi de la ville, malheureusement, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas. Mais il y a une politique, définitivement une politique et je pense que de plus en plus, les gens issus de l'immigration sont présents. On le voit, et dans des postes de direction, et de plus en plus, les femmes aussi sont présentes. Parce que pour nous, c'est un enjeu. La parité homme-femme est important pour vous. Pour revenir à votre bilan et au fait que vous vous représentez au poste de maire, pourquoi, quel est l'élément fondamental qui devrait faire que les Lavallois devraient vous refaire confiance et qu'est-ce qui va changer dans le prochain mandat? Qu'est-ce que vous allez améliorer? Y aurait-il des choses qui vont changer? Oui. Premièrement, les gens ont à décider est-ce que la ville est dans la bonne direction. Alors, les changements que nous avons implantés à date, soit au niveau de la culture, au niveau des infrastructures, les parcs, les arénas, au niveau des routes, au niveau de la gestion, on a parlé tantôt de l'administration. Alors, est-ce que la direction qui a été prise par l'administration actuelle est la bonne? Si oui, bon, ce n'aurait un motif pour ne pas changer. Deuxièmement, les citoyens ont une équipe aguerrie, stable, qu'ils connaissent. Et le choix qu'ils auront à prendre, c'est est-ce que plutôt on choisit une autre équipe qui est l'inconnu? Alors, on a l'expérience, nous avons établi une administration, une direction. Maintenant, ce qui va changer. La dernière fois, on avait promis plusieurs choses. Le transport en commun gratuit, on l'a livré pour les aînés. On avait promis de bonifier la subvention de maintien à domicile qui s'appelait le remboursement de la taxe d'eau. Nous l'avons fait. On avait promis de récupérer des sommes d'argent qui avaient été volées aux citoyens de Laval. On est la première ville à pouvoir annoncer que nous l'avons fait. Et nous allons encore récupérer d'autres sommes. Je rappelle qu'il y a eu entre 11 et 12 millions à l'heure actuelle de récupérer. Nous l'avons fait. Ce que nous allons faire, nous allons bonifier la subvention de maintien à domicile pour nos aînés. Dans le prochain mandat, nous allons la bonifier de 50 %. Pourquoi? Elle n'a jamais été indexée depuis qu'elle existe. Alors, les revenus des citoyens sont stables, les aînés, mais le coût de la vie augmente. Alors, pour essayer d'aider, on y va à ce chapitre-là. On a fait l'inventaire ou la situation sur la richesse des citoyens de Laval. Et ça implique toute origine. Alors, Laval a toujours eu la réputation d'être une ville riche et tout le monde est riche à Laval. C'est faux. C'est faux, oui. Il y a 50 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a des enfants tous les jours qui vont à l'école sans avoir pu manger. Il y a aussi nos aînés qui vivent dans des conditions difficiles. Alors, on a fait l'inventaire de ça, on a établi des politiques, il faut aller plus loin. Il y a des projets majeurs de développement pour le logement social, le logement préabordable. Val-Martin, c'est un projet majeur où la Ville va investir tout près de 60 millions pour revitaliser, offrir 260 logements à prix abordable, à prix modique, un centre communautaire et revitaliser le quartier de Chemédé. Nous avons changé la relation de la Ville avec le monde de la culture. D'accord, comment? La culture est maintenant disponible aux Lavallois gratuitement dans des parcs, dans des terrains de jeu. On a fêté le 50e anniversaire de Ville de Laval, ce qui fut un succès. Et aujourd'hui, tous les aînés qui n'ont pas les moyens de prendre leur auto, de se rendre à la Place des Arts, peuvent assister à une représentation gratuitement de l'orchestre symphonique dans un endroit bucolique, que ce soit le Parc des Prairies, la Berge aux Quatre Vents, le Centre de la Nature, ou à toutes sortes d'artistes qui viennent d'horizons différents. Alors, on a changé la culture, changé l'administration, et l'économie lavalloise, selon les économistes du Mouvement Desjardins, est une des plus dynamiques au Québec. Voilà. Donc, l'économie est dynamique. La ville a beaucoup d'argent dans les caisses. C'est ce qu'on entend dire. Est-ce le cas?
La ville a est très certaines liquide. sommes d'argent et cet argent-là s'est accumulé parce que nos prédécesseurs, au niveau politique, n'ont pas été en mesure de prendre des décisions, je vous dirais, au moins 2 ans, 3 ans avant notre élection. Pourquoi? Ils avaient l'esprit ailleurs, il y avait des préoccupations personnelles, je ne tiens pas à revenir là-dessus. Alors oui, il y a des sommes d'argent qui ont été accumulées, notamment la taxe pour les services d'eau. D'accord. Alors, cette taxe-là est une somme d'environ 150 millions accumulée. Mais on n'a pas le droit de se servir de cet argent pour un motif autre que des problèmes de l'eau. De l'eau, d'accord. Nous avons investi 100 millions dernièrement dans la rénovation de nos usines de filtration. On a des problèmes de surverse, ce qui veut dire les égouts de Ville-de-Laval se déversent dans nos rivières lors de pluies abondantes. On appelle ça des surverses. Pour régler ce problème-là, c'est un enjeu de 400 millions de dollars. Alors, il m'en manque 250, juste ce problème-là. Okay, Aurez-vous l'aide, excusez-moi, monsieur le maire, aurez-vous l'aide quand même du provincial, du fédéral pour C'est notre objectif, c'est notre objectif. Voilà. Mais tout ce que je veux mettre en relief, c'est que l'argent qui est accumulé n'est pas suffisant. Alors oui, on a des liquidités pour construire le viaduc Val-des-Brises, pour régler les problèmes d'autres. Mais cet argent-là n'est pas disponible pour geler les taxes ou pour construire des arénas ou ailleurs. C'est là où je m'en allais d'ailleurs, parler des taxes, parce que l'opposition en face de vous, on a quand même 4 partis, 4 chefs de parti qui veulent être maires. Et ils proposent tous ou des baisses de taxes ou des gels de taxes ou une combinaison des deux. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous baisser les taxes ou les geler pour les Lavallois? Alors, évidemment, pour dire qu'on va geler nos revenus, il faut savoir quelles sont nos dépenses et quelles sont nos dettes et quels sont nos problèmes. Alors, si le toit de la maison coule, puis j'ai à le faire réparer, il faut que je cherche combien ça va nous coûter. Alors, mes opposants n'ont jamais chiffré aucune de leurs promesses. Et si on fait juste leur demander quelle est la dette à long terme de Ville-de-Laval, personne ne pourra vous le dire. Quelle est la dette à long terme de la Ville de Laval? Je me pose la question. La dette nette est de 450 millions. D'accord. Le déficit des fonds de pension, en 2013, il était de 219 millions. OK. Alors, de geler les taxes serait une catastrophe économique pour Ville-de-Laval. C'est pratiquement courir à sa perte. Et je vous explique. Si on gèle les taxes pendant 1 an de temps, à ce niveau-ci, le coût de la vie augmente de 2 Les conventions collectives sont signées à peu près à 2 Le prix de l'essence, on ne le contrôle pas, le prix du sel. L'année d'après, évidemment, il nous manque 2 qu'on a gelé, puis il y a un autre 2 qui s'ajoute. Alors, la première année, c'est 2 la deuxième année, c'est 4 la troisième année, c'est 6 la quatrième année, c'est 8 Donc, pendant 4 ans, notre revenu est 20 inférieur à nos dépenses. D'accord. La cote de crédit va partir, le taux d'intérêt qu'on paye sur nos emprunts va augmenter parce qu'à l'heure actuelle, on a la meilleure cote de crédit parmi les villes au Québec de S&P Global, qui est anciennement Standard & Poor's. Alors, on ne veut pas payer plus cher d'intérêt sur 450 millions de dettes nettes à long terme. À long terme. Donc, il ne faut pas s'attendre à une baisse de taxes. Non. Notre objectif est d'augmenter les taxes moins que le coût de la vie. Si le coût de la vie est prévu de 2 on va jouer aux alentours de 1,4, 1,5. Alors, c'est notre objectif. Et évidemment, dans ce sens-là, l'impact est moindre. Voilà. Alors, pour moi,
qui connaît les chiffres, qui les a fait étudier, les promesses sont tout à fait irréalistes de nos adversaires. D'accord. Je vais finir avec vous sur l'immigration avant qu'on parle du fameux pronostic. Ça, c'est la question pour tous les candidats. L'immigration et la gestion de la diversité, est-ce que vous avez un plan spécifique, brièvement, à expliquer aux gens? Qu'est-ce que vous offrez dans les 4 prochaines années si vous êtes réélu? Okay. Oui. Premièrement, on a dédié 1 million pour aider à l'intégration on a signé une entente avec le gouvernement du Québec pour les gens issus de l'immigration. Deuxièmement, on a mis sur pied un système qui s'appelle le 211, qui permet à les personnes qui ne parlent pas français ou anglais de communiquer avec le 211 sur le téléphone et ils auront un interprète qui va leur parler pour définir leurs besoins et les mettre en contact avec l'organisme communautaire qu'ils donnent. Troisièmement, et ça c'est un engagement, nous allons faire une table de concertation qui va regrouper des représentants d'un peu tout le monde pour assurer la meilleure intégration possible de toute la communauté lavalloise. Mais le plus important, c'est que nous aurons 12 personnes issues de l'immigration assises au conseil municipal, dont 8 femmes, pour prendre part aux décisions d'orientation. Et c'est là que il est important d'avoir des gens issus de toutes les communautés. Et j'ai retenu aussi qu'on va avoir une politique pour augmenter la représentativité de la diversité. On l'a déjà, cette politique-là, depuis environ 3 ans. Il s'agit non pas nécessairement de favoriser les gens issus de la communauté, mais de les solliciter, de les encourager et leur permettre d'appliquer sur une position et d'avoir les chances de gagner la position sur leur mérite. Voilà. Et pour finir, le pronostic, j'imagine que vous êtes confiant que vous allez être le prochain maire. Puis quelle est la première action que vous allez poser à votre élection? Mais écoutez, c'est de poursuivre dans la direction que nous avons établie, la transparence, l'intégrité, d'améliorer les services aux citoyens. Au niveau des infrastructures, tout n'est pas parfait. On doit améliorer la qualité de nos routes, de nos trottoirs, des pistes cyclables. On a encore des arénas à réparer, à améliorer. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est un équilibre entre les quartiers, le développement de chacun des quartiers selon leur personnalité et le développement du centre-ville. Merci, Monsieur le maire. Puis bonne chance. Merci beaucoup. Et il appartient aux électeurs de prendre la décision finale. Je leur demande d'aller voter le 5 novembre. C'est important. Merci. J'ai invité aujourd'hui un grand ami et un partenaire, Michel, du centre communautaire Le Kumbit de Laval, M. Michel Josfer. Bonjour, Michel. Oui, bonjour, Madame So. Appelle-moi Hadi. Hadi. Voilà. Michel, c'est un plaisir de t'accueillir. Et Kumbit, dis-moi, ça veut dire se mettre ensemble, hein? Oui, Kumbit, c'est dans les Caraïbes, c'est quand les gens se mettent ensemble pour faire une œuvre commune. D'accord, pour construire quelque chose. Pour construire quelque chose. Mais c'est plus une forme de corvée. Corvée, d'accord. Donc on dit, nous disons, agissons ensemble pour bâtir une œuvre. OK, donc ça, c'est Kumbit. C'est Kumbit. Le centre Kumbit, qui est à Laval, à Pont-Vieux, il existe depuis quand? Depuis le 29 octobre 1985. Je dois vous dire que ce sont des professionnels qui se sont mis ensemble. Ils ont réfléchi en mai 1985 et puis ils ont reçu leur lettre patente le 29 octobre. Donc, on peut considérer que Kumbit est né le 29 octobre 1980. Ça fait 32 ans. 32 ans. 32 ans. Wow. 32 ans sur le terrain. Alors, je dois vous dire, son nom, c'était le Centre social des Haïtiens de Laval. D'accord. Et puis, on a dû changer pour le nom de Kumbit. De Kumbit, pour une synergie des forces. Et quelle est la mission de votre organisme? Eh bien, la mission de l'organisme, c'est de favoriser l'intégration des membres de la communauté haïtienne à la société d'accueil. En fait, on donne des services pour que les besoins de ces gens puissent être comblés. Comblés. Quelle sorte de services, mettons? Bon, on fait des services d'accompagnement, services de référence, services de soutien.
dès l'enfance jusqu'à la vieillesse. D'accord, donc Parce des jeunes. C'est ça, des jeunes, etc. Même les enfants, à travers des camps, à travers de l'accompagnement scolaire. D'accord. Vous avez combien d'employés? Donc, j'imagine, est-ce que c'est un gros centre avec, comme vous desservez toute la Oui, la on est région? un organisme régional parce que les membres de la communauté s'éparpillent sur la région. Donc, par conséquent, on est un organisme régional. D'accord. C'est comme... Est-ce que vous avez vous travaillez avec beaucoup de gens? Oui, on travaille avec beaucoup de personnes qui viennent, surtout les membres de la communauté haïtienne, qui viennent de par la culture, la langue, etc. Donc, vous comprenez, c'est normal que ces gens cherchent un lieu où ils peuvent être mieux compris et dans leur quotidien. D'accord. Donc, vous êtes le premier élan, donc ils viennent vers vous naturellement. En effet. Mais est-ce que vous desservez juste la communauté haïtienne? Non. Nos services, c'est pour tout le monde. D'accord. Mais si nous mettons l'accent sur la communauté haïtienne, juste parce que c'est au niveau linguistique qui favorise ces gens-là. Mais nous donnons ces services à tout le monde, à tous ceux qui font une demande. Que ce soit des services de référence, etc. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec des autres organismes pour qu'on puisse, quand un service ne peut pas être donné par l'organisme, on les réfère directement à d'autres organismes. Vous êtes sur des tables aussi, j'imagine, au niveau de la région? Oui, on est sur plusieurs tables. Cap 1624, table Jeunesse Marigot, table Gang de rue, sur plusieurs tables, en fait. D'accord. Est-ce que c'est facile de réaliser une mission comme ça? Donc, vous, petit organisme, vous avez combien d'employés? 3, 4? Ça, c'est un problème. C'était notre plus gros problème parce qu'au niveau du financement, on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs employés. Donc, généralement, pour qu'un organisme fonctionne convenablement, on devait avoir un minimum de 5 employés. Mais nous ne sommes que 3. Vous êtes 3. Nous ne sommes que 3. Et vous desservez... Et on a fini par desservir. Mais c'est à travers des projets qu'on peut avoir embauché d'autres personnes qui puissent soit diriger les projets et puis pour permettre au moins qu'on ait un peu de répit et puis pour que les choses marchent mieux. Parlant de projets, quel genre de projets ont été menés, initiés par le Kumbit je pense que vous organisez aussi des événements au niveau de la communauté. En fait, étant un organisme de soutien à la famille, la première chose qu'on fait, même si on ne donne pas l'argent pour, c'est briser l'isolement des aînés en particulier. Parce qu'on a remarqué que c'est une catégorie de gens qui sont mis à part par rapport à leur situation, par rapport à la langue, par rapport à plusieurs facteurs. Donc, on essaie d'avoir quelque chose pour eux. De leur donner des services par des rencontres hebdomadaires. Et au niveau des jeunes, particulièrement les enfants, on fait du soutien scolaire aussi, de façon que parce que c'est un des problèmes de la communauté, parce que il y a des jeunes qui décrochent, qui décrochent facilement. Et par le passé, depuis 2011, on n'a pas eu de projet pour des jeunes décrocheurs, parce que c'était un projet qui était financé par Service Canada, mais on ne finance plus maintenant. Donc, il y a des coupures. Les coupures se font qui fait qu'on n'a pas de ce projet-là. Mais c'est un projet qui, le nom du projet, c'était Accrochons nos jeunes. Accrochons nos jeunes permettait à des jeunes qui ont laissé l'école, qui n'ont pas leur secondaire 5, etc., soit de leur permettre de retourner sur le marché du travail ou de faire un retour à l'école. Malheureusement, ce projet n'a pas été reconduit. Et chaque année, on devait réécrire le projet pour qu'on puisse... Mais de 2005 à 2011, on a eu à peu près 6 cohortes de jeunes. Donc, c'est vraiment des projets qu'il faut pousser. Donc, vous, au niveau de votre organisme, vous avez besoin d'aide de différents paliers de gouvernement. Oui, de différents paliers de gouvernement. Mais l'aide en général, quand on parle d'aide, généralement, l'aide essentielle pour qu'un organisme fonctionne, c'est l'aide économique.
Oui, voilà, de financement. Bien sûr on parle de financement. Il y a des aides d'information. Quand on a besoin d'une information, on appelle un ministère ou autre pour avoir la bonne information. Mais après ça, bien sûr, avec des musiques à l'oreille, là. Donc quand même, on a fini par avoir de bonnes informations pour pouvoir mieux desservir la population. D'accord. Aujourd'hui, quel est le défi pour Kumbit? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser avec cet organisme-là après 32 ans? Oui? Alors, c'est ça la priorité, parce que nous pensons que être locataire avec un petit coin de 2 à 3 salles n'est pas suffisant. On est obligé de faire appel à la ville et parce qu'on est un organisme reconnu par la ville, on est obligé de faire appel chaque année qu'il faut remplir un feuillet pour avoir un espace plus ou moins adéquat, surtout pour les gens à mobilité réduite, parce que nous, on n'a pas d'ascenseur. Donc, on est obligé... En fait, la difficulté, c'est qu'on aimerait avoir un bâtiment qui appartient à la communauté. Un bâtiment où on peut donner plus de services. On peut avoir une halte garderie, halte pour aînés, donner plus de services et créer plus d'emplois. Et la façon d'y arriver, j'imagine, c'est en créant quoi? Est-ce que vous allez vous constituer en coopérative ou ça prendrait... Qu'est-ce que ça prendrait pour l'avoir, ce bâtiment? C'est notre vision. Voir comment... Alors, actuellement, on est sur une étude pour voir qu'est-ce que ça va donner et pour que, si c'est à travers une coopérative qu'on peut l'avoir, qu'on le fasse. Bien sûr, il y a des projets de développement de la ville. Parce que là où nous sommes, on ne sait pas en 2020, où sera le Kumbit? Parce que le siège social, il se pourrait bien qu'on élargisse les Laurentides, qu'on détruise le bâtiment où l'on est maintenant. Donc, j'ai ouï dire qu'il se pourrait bien qu'il y ait comme un YMCA, etc. Donc, nous espérons qu'il va y avoir des lieux adéquats pour les organismes communautaires. Pour le centre communautaire. Mais nous, on aimerait quelque chose qui nous appartienne, qui donne une vision un peu qu'on soit plus visible sur le territoire. Oui, plus accessible aussi plus accessible aussi pour les personnes. Pour finir, M. Michel, c'est les élections. Nous sommes sur la dernière ligne droite des élections. Dans une semaine, on va voter pour la mairie de Laval. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez voir vos élus faire pour la communauté lavalloise en général? Je dois vous dire que pendant que nous sommes sur le terrain, on travaille en partenariat avec tous les autres organismes communautaires. Il y a eu des forums sur la population organisée via les organismes et dont il y a eu plusieurs recommandations faites au palier, à la mission, à tous les gouvernements, à tous les niveaux du gouvernement. J'espère qu'avec la municipalité, on mettra ces recommandations en fait, de façon que ce n'est pas plus pour mon organisme, mais pour que tous les Lavallois puissent sentir que Laval, c'est un lieu où il fait bon de vivre. Alors, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, je vais vous lire un petit passage il y a 3 ans de ça, j'avais organisé avec les bibliothèques de Laval des ateliers littéraires. D'accord. Un petit extrait, Michel. Je vais vous dire, on a sorti ça qui est Vivre dans la région de Laval. Et je vais vous lire un beau texte qui est 12 souvenirs. Je me souviens comme si c'était hier, de cette nuit d'été scintillante et de lumière, où mes yeux brillants de curiosité observaient avec étonnement démesuré l'autoroute 15, cette grande artère, défilant devant moi pour m'amener vers cette ville inconnue qui va façonner la destinée de ma jeune famille tant soudée. Sans m'en apercevoir, ce grand chemin à triple voie semble avoir disparu pour s'ouvrir sur un terroir jalonné d'arbres de diverses espèces, de sapins, des érables, des cèdres, sans parler des fleurs multicolores qui décorent les parterres. Un mélange de senteurs de terre enivrant mes narines raffinées, avare de bonnes odeurs, enfin te voilà séduisante ville, au quartier paisible et tranquille où je vais établir ma demeure. Fille des îles, il va te manquer la mer. Cependant, respect, ordre, paix, sécurité, propreté s'allient ensemble
pour former un bouquet de bonheur. Je t'aime, Laval, ma ville d'accueil. Merci Michel, c'est très beau. Yeah. Ce sont les membres de la communauté qui ont écrit ce beau texte. Du Combit de Laval qui l'ont écrit. Ça. Merci d'être venu à l'émission. Merci Madame Cardisso. Donc c'est un plaisir pour moi de vous présenter en fait ce que fait l'organisme Combit. Voilà. Merci. Merci de nous avoir suivis. Pour toute question, suggestion ou information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.